Cette suite d'événements s'est passée plusieurs fois dans plusieurs entreprises, commence exactement pareil, mais finit complètement différemment. C'est l'histoire d'un développeur junior qui vient de finir ses études. Il a déjà fait quelques stages dans quelques entreprises différentes, mais là, il vient de décrocher son premier emploi, son premier vrai travail, et il a super hâte de commencer à travailler. En plus, c'est une compagnie qui a l'air vraiment cool, elle a des bonnes recommandations sur internet, elle a quand même une bonne taille aussi, il y a plus d'une quarantaine de développeurs. Ça a l'air d'être une bonne entreprise dans laquelle commencer sa carrière. Et donc notre jeune développeur, on va l'appeler Fredo, il commence sa journée, on l'accueille, on lui fait visiter les locaux, on lui présente ses nouveaux collègues, et tout se passe très bien pour un premier jour. Il peut déjà commencer à travailler. Et donc, pour pouvoir commencer sa première tâche, il doit installer quelques logiciels sur son ordinateur qu'on vient de lui donner, pour pouvoir commencer à développer et puis à implémenter des fonctionnalités. Et donc pour ça, on lui fournit de la documentation, et il a juste à suivre ce qu'on lui a donné. Et donc c'est ce qu'il commence à faire. Il suit la documentation, il installe les dépendances, il installe les logiciels, les outils sur son ordinateur, il installe l'application de la compagnie sur laquelle il va devoir développer, ajouter des fonctionnalités. Et pour faire tout ça, il utilise des outils internes qui vont lui installer une machine virtuelle et déployer l'application sur son ordinateur, rouler une série de tests pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Et assez vite, il est capable de commencer à travailler, de commencer à développer son application. Et donc, il commence à programmer, puis il commence à se rendre compte que autour de lui, commence à avoir un petit peu d'agitation, il y a des gens qui s'appellent, ça commence à parler un petit peu fort, a priori, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, la situation se développe un petit peu, et d'après ce qu'il comprend, il y a l'air d'avoir un problème avec la production, et les développeurs seniors sont en train d'essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, et a priori, l'application est down, l'application ne fonctionne pas, et donc c'est assez grave parce que la compagnie est en train de perdre de l'argent. Et donc finalement, il y a un des développeurs seniors qui finit par trouver la cause du problème, et qui va voir le CTO, ou le DSI, le directeur des systèmes d'information, pour lui expliquer le problème. Et donc il va le voir, il lui explique, et là, Fredo, il voit le DSI qui s'approche de lui, et qui lui dit « T'as tout niqué dans la base de données de production, tu prends tes affaires, tu dégages, je veux plus jamais te revoir. » Alors là, Fredo, il se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Et en fait, il se trouve que quand il a roulé les tests sur sa machine de développement, à un moment, en suivant la documentation, il s'est trompé, il a fait un mauvais copier-coller, et il a copié les informations de connexion à la base de données de production, au lieu des informations de connexion à la base de données qui étaient dans la machine virtuelle dans son ordinateur. Ça, pour un premier jour, c'est vraiment pas terrible comme erreur, et donc il essaye de se rattraper comme il peut, il essaie de demander qu'est-ce qu'il peut faire pour aider, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour se racheter, quoi. Mais non, c'est mort. Le DSI veut pas en entendre parler, et il va aller voir le département légal, parce qu'avec les impacts que vient d'avoir ce gros problème sur la compagnie et sur ses revenus, il va probablement y avoir des actions légales. Alors là, bon bah, pauvre Fredo, il prend ses affaires, il prend son laptop, et il rentre chez lui. Et donc cette situation, elle est arrivée dans plein d'entreprises, peut-être déjà dans laquelle où vous travaillez en ce moment, mais elle est arrivée en particulier dans des très grosses compagnies comme Amazon, DigitalOcean ou GitLab. Et on le sait que cette situation est arrivée dans ces entreprises parce que elles ont publié des post-mortem publics où elles détaillent qu'est-ce qui s'est passé, pour quelles raisons ça s'est passé, et quelles sont les mesures que ces entreprises ont mis en place pour ne pas que ça se reproduise. Et même dans le cas de GitLab, ils ont même fait un live stream sur YouTube, des mecs qui étaient là en train d'essayer de trouver le problème et de réparer le problème, et les gens pouvaient regarder le live stream et commenter au fur et à mesure, essayer de trouver une solution. Il y a des gens qui les ont aidés, ils ont même trouvé des gens de Postgre qui les ont aidés avec leur base de données, et donc ils ont rendu ça vraiment public, toute la situation. Puis c'est super intéressant à lire et à regarder, donc je vous laisserai les liens dans la description si vous voulez acheter un œil, ça vaut le coup. Et donc la très grosse différence entre ces compagnies qui sont des leaders du cloud et la compagnie dans laquelle Fredo a travaillé pendant
une journée, moins d'une journée, c'est que ces compagnies partent du principe que leurs employés sont de bonne foi, et que s'ils font des erreurs, ils l'ont pas fait exprès, ils n'étaient pas malicieux, ils n'ont pas fait exprès de casser des choses, et que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont mal compris, il y a quelque chose qui n'était pas clair, ou tout simplement, il y a un outil qui les a laissé faire quelque chose qu'ils n'étaient pas censés pouvoir faire. Et donc, au lieu de vouloir fixer l'erreur humaine, ce qui paraît difficile, ces entreprises-là, elles vont focuser sur le fait de régler le problème à travers les outils et à travers les processus pour minimiser les chances que quelque chose comme ça se reproduise. Et donc par exemple, pour Amazon, quand ça s'est produit en 2012, une des mesures qu'ils ont prises, c'est de restreindre l'accès aux identifiants de connexion à la base de données. Par défaut, il y avait un petit groupe d'employés qui avaient accès à la base de données du service en particulier. Ils ont fait en sorte qu'en fait personne n'ait accès à ces identifiants, mais que si le besoin se présente, les employés peuvent faire une demande pour pouvoir avoir ces identifiants, et ça réduit les chances que ces identifiants soient utilisés par erreur. Ils ont aussi ajouté des processus de validation dans leur pipeline pour que des changements sur ce type de base de données soient vérifiés par quelqu'un d'autre, pour qu'il y ait 2 personnes qui regardent chaque changement qui va sur ce système, pour encore une fois minimiser les chances que ça arrive. Et ils ont aussi fait des modifications dans l'application pour la rendre moins dépendante de la base de données, pour que dans le cas où cette base de données revient à être indisponible, eh bien l'application puisse quand même continuer à répondre à certains types de requêtes sans avoir à faire une connexion à la base de données. Et donc minimiser un peu l'impact que cette base de données a eu sur leur service. Dans le cas de DigitalOcean, une chose qu'ils ont faite, c'est d'améliorer le réseau entre le réseau de leur serveur de sauvegarde et le réseau de leur serveur d'application, pour pouvoir remettre en place les sauvegardes de manière beaucoup plus rapide, parce que dans leur cas, ils ont réussi à mettre en place une sauvegarde, mais ça a pris beaucoup de temps, ça a pris plus de 6 heures je crois, parce que le réseau vers leur serveur de backup était saturé. Ils ont aussi mis en place une meilleure procédure de test des backups pour s'assurer que lorsqu'ils font une sauvegarde, chaque sauvegarde est vérifiée pour s'assurer que chaque sauvegarde fonctionne. Et donc c'est arrivé chez GitLab aussi, je vous en parlais juste avant avec leur fameux live stream sur YouTube. Et pour GitLab, ce qu'ils ont fait eux, c'est ils ont optimisé leur base de données pour qu'elle puisse prendre plus de charge. Ils ont mis en place des outils de mitigation de spam, parce qu'il y avait des utilisateurs qui faisaient beaucoup plus de requêtes que ce qu'ils étaient censés faire. Ils ont mis aussi en place un meilleur environnement de test pour pouvoir tester les changements qu'ils font à la base de données plus facilement, sans avoir à prier pour que ce changement fonctionne en production le jour où on le met en production. Et ils ont aussi amélioré le monitoring, la surveillance, pour pouvoir s'assurer que on puisse attraper ces problèmes avant qu'ils deviennent trop graves. Et donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Comme vous voyez, ça peut être au niveau des outils, ou ça peut être au niveau des processus. Comme on peut le voir avec Amazon, le fait de devoir faire une demande, etc. C'est ni un outil, ni fixer du code, etc. C'est juste des processus, et c'est des choses qui peuvent mettre en place pour mitiger ces problèmes-là. Et donc si on revient sur l'histoire de notre pauvre petit Fredo, qu'est-ce que l'entreprise aurait pu mettre en place pour éviter que ça arrive? Parce que dans ce cas-ci, le directeur des services de l'information, comme c'est lui qui est responsable de l'infrastructure, évidemment il doit rendre des comptes à propos de ce problème à sa hiérarchie. Ce qu'il a probablement fait quand on lui a demandé pourquoi c'est arrivé, c'est de jeter le blâme en disant c'est le nouveau qui a foutu la merde. Et ce qu'il a dû répondre quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il a fait pour que ça ne se reproduise plus, eh bien il a juste viré le nouveau et le problème a disparu, ça va plus jamais se réapparaître. Évidemment, comme on le sait maintenant, c'est une attitude qui instaure une culture du blâme dans l'entreprise, et ce qui est complètement contre-productif, parce que la seule chose que ça va faire, c'est que les gens vont avoir peur, le jour où ils ont fait une erreur, de l'avouer, de la mettre en avant, et vont avoir tendance à un petit peu cacher les erreurs qu'ils ont faites, et ça va être très difficile, ou du moins plus difficile, de se rendre compte quand il y a eu un problème, et de se rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé. Donc les questions qu'aurait pu se poser ce directeur dans ce cas-ci, c'est par exemple, pourquoi les identifiants de connexion à la base de données de production sont disponibles à tous les employés, et même aux employés qui sont là pour leur première journée dans l'entreprise. A priori, c'est pas une information qui doit être publique, entre guillemets, publique dans l'entreprise.
C'est quelque chose qui doit être géré et qui doit être connu par un petit nombre de personnes, voire par personne si c'est possible. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ces informations de production se retrouvent dans une documentation pour installer une machine de développement? Encore une fois, c'est une information qui n'a pas sa place à cet endroit-là, et l'enlever de la documentation sera aussi régler le problème. Une chose aussi qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une étape manuelle dans la mise en place de la machine du développeur? Peut-être que cette étape-là, elle peut être automatisée. Peut-être que, par exemple, en utilisant Docker ou n'importe quelle autre technologie, on aurait pu faire en sorte que, avec juste une seule commande, le développeur pourrait mettre en place tout un environnement de développement complet, sans avoir à devoir copier-coller des informations de quelque part. Ça aurait aussi réglé le problème. Et enfin, dans cette histoire, l'entreprise a aussi eu beaucoup de mal à restaurer les données, à essayer de récupérer des backups. C'est un peu pour ça que les gens paniquaient ce jour-là. Ils ont essayé de restaurer des backups et ça n'a pas fonctionné, donc ils ont dû prendre des backups plus vieux, perdre des données, ça a pris énormément de temps, etc. Donc on peut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que les backups soient plus fiables, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que les sauvegardes mettent moins de temps à être restaurées, et ça aurait fait aussi que si un problème même d'un autre type survient, on peut revenir à un état normal beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de panique. Et donc ce que je pense qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'une culture sans blâme dans une entreprise, c'est un des piliers de la culture DevOps, parce que c'est ça qui permet d'avoir un cycle, d'améliorer les choses, et de comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé, pour ne pas répéter l'erreur la prochaine fois, et pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Et donc par exemple, la prochaine fois que quelqu'un fait une erreur, ou que vous voyez du code qui vous plaît pas trop, au lieu de instinctivement essayer de trouver le responsable pour lui jeter la faute, peut-être qu'on peut espérer de respirer un petit peu, et de réfléchir à qu'est-ce qui a fait que cet événement a pu avoir lieu, et quels outils ou quelles procédures on pourrait mettre en place pour éviter de reproduire cet événement dans le futur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous découvrez la chaîne, moi je m'appelle Thomas, je travaille en tant que DevOps dans une grosse compagnie de jeux vidéo à Montréal au Canada, et je fais des vidéos toutes les semaines sur des sujets de Linux, du cloud et du DevOps, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous suggère de vous abonner pour pas louper la vidéo de la semaine prochaine.